Mes croqueurs, mes croqueuses. Et on ne parle pas de celles qui croquent les hommes, celles qui vont se retourner devant le Lamborghini russe dans la rue. Non, non, on parle de basketball chez nous. La semaine dernière, on a parlé de WNBA, comme vous le savez. Mon ami Clément n'avait absolument aucune connaissance par rapport à ce sujet, donc il m'a demandé, après avoir été hypé par l'épisode, de lui envoyer 3 matchs. Il les a donc regardés, et lui qui d'habitude est le présentateur m'a cédé son fauteuil. Donc je vais essayer de prendre la place et de faire ça bien. Monsieur Clément, toute première question, peux-tu nous dire quel match as-tu regardé et ensuite quelles sont tout simplement tes impressions par rapport à ces 3 matchs? Ok. Alors j'en ai regardé 2,5 si je suis honnête avec toi. Donc j'ai regardé le Game 1 des finales entre les Liberty de New York et les Lynx de Minnesota. Et j'ai regardé le Game 3 dans la foulée. Derrière, tu m'avais aussi envoyé Vegas-Seattle. Et en fait, j'ai commencé à regarder le Vegas-Seattle, genre carton 1, moitié du carton 2. Et en fait, j'étais tellement hypé par le match des Liberty vs les Lynx que je voulais avoir le dénouement final. Alors, j'ai un petit peu triché. Et du coup, je me suis mis le Game 5. mais voilà. Mais pour le coup, en plus, j'ai même pas terminé le Game 5. Donc en vrai, on peut dire que j'ai regardé plutôt 3 matchs et demi que 2 matchs et demi. Donc voilà ce que j'ai regardé, ce que tu as pu m'envoyer. Et c'était très cool, merci pour ça. Et ma première impression, c'est que déjà, je tiens à signaler que je suis parti sans aucun a priori, grâce à l'émission qu'on a faite. Parce que, si je suis honnête et transparent, j'en avais avant. Mais tu m'as un petit peu, je vais pas dire réconcilié, mais en tout cas, tu m'as donné envie de découvrir la WNBA. Et vraiment, j'ai regardé les matchs sans a priori. Mon premier ressenti, c'est que c'est exactement ce que toi, t'avais dit dans l'émission. C'est, en tout cas pour ma part, le basket que j'aime à 100%. Je vais vous expliquer et développer un petit peu plus pourquoi après. Mais pourquoi j'aime ce basket, dans les grandes lignes, c'est que il y a de l'intensité. Le ballon circule. Je me mettais à crier non pas sur des actions d'éclat en mode Thomas, mais sur des extra-passes que je n'avais même pas vues en tant que spectateur. C'était en mode passe, et bam, t'as une extra-passe qui est lâchée. Je dis, waouh, la dinguerie. Un petit peu, bah tu vois, quand je disais ça ressemble un peu au Spurs Basketball de ce que tu m'en disais, et bah c'est un peu ce que j'ai retrouvé, sauf qu'en fait, j'avais le côté Spurs Basketball des deux côtés, avec quand même, et ça j'en suis très content, des individualités qui sont ressorties de chaque équipe. Et bah, c'est aussi ça le basket. Hein. Le basket, c'est, on dit souvent, le plus individuel des sports collectifs. Et là, j'ai eu les deux mondes. J'ai eu un jeu très collectif, mais j'ai aussi eu des individualités qui m'ont fait kiffer, quoi. Bah tu vois, c'est très bien parce que tu as déjà répondu à ma question suivante. J'allais signaler le fait que toi qui n'avais pas encore regardé la WNBA me disais que maintenant les filles avaient de plus en plus de skills et de flow et que justement le basketball que moi je considérais comme old school avant et que dont toi tu me disais bah, que ça donnait du système à tout va et que ça allait au bout du système, je te disais que tout ça était juste, que c'était balancé mais qu'il fallait pas que la WNBA se perdre dans ça à trop vouloir faire le show, à vraiment vouloir jouer uniquement du 1 contre 1, etc. Et là, ça me fait plaisir que tu aies vu la même chose, bien que comme toujours, on s'en fiche d'avoir le même avis. C'est pas le but, si on a des avis contraires, c'est très bien, justement, ça amène du débat. Mais ça me fait plaisir que quand même tu aies vu, toi, en tant que fan de basketball, ou du moins, comme tu l'as dit, tu as retrouvé limite un basketball que tu adores. Tu as pris un énorme plaisir à regarder ça. D'autant plus que là, c'était les finales, donc ça se tape dur. Et du coup, ma seconde question, parce qu'on va passer celle que j'avais prévue, c'est est-ce qu'il y a des joueuses qui t'ont tapé dans l'œil, tout simplement? Bien que tu n'aies pas vu énormément d'équipes, peux-tu nous parler de joueuses réellement où tu te dis, là, je peux, moi, en tant que novice, kiffer cette joueuse-là, tout simplement? Bah écoute, j'ai regardé quasi 3 matchs de New York et de Minnesota, donc c'est plutôt de ces deux équipes-là dont je vais parler. Quand le match a commencé directement, c'est alors Jonquel de son prénom, je sais pas si je le prononce bien, on va dire que oui, qui m'a tapé dans l'œil. Donc l'intérieur de New York, parce que j'ai trouvé que déjà c'était un monstre physique, elle avait une puissance de dingue, mais au-delà de ça, c'était une joueuse qui avait un bon tir extérieur, donc elle a été capable sur plusieurs matchs de mettre des tirs à longue distance. Sur les lancers francs, c'était une valeur assez sûre, en tout cas de ce que j'en ai vu pour le moment. Et elle avait un jeu de haut panier qui était plus que propre. Je me rappelle d'une situation où elle tourne autour de son pied de pivot, elle fait sauter son défenseur et d'un coup elle se faufile pour mettre un petit lay-up sous le panier. C'était vraiment magnifique. Et en fait, j'ai été un petit peu focus sur elle
sur presque tout le game 1 parce qu'elle m'a attrapé. Je me disais, wow, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. À côté de ça, bah forcément, j'avais déjà, je connaissais un petit peu Sabrina Ionescu, donc j'avais soif de découvrir un petit peu ce que ça donnait en jeu. Comme j'avais plus d'attentes envers elle, j'ai été un peu plus déçu. Alors attention, c'est parce que comme forcément on la mettait sur un piédestal, et puis les concours de tir et ceci et cela, j'avais peut-être une trop grande attente envers elle. Maintenant, après avoir vu 3 matchs, donc là je te parle sur le game 1, après avoir vu 3 matchs, je peux en conclure que c'est une joueuse qui est capable de mettre des gros tirs à tout moment, et même quand elle est dans un match où elle est moyen. Ça a été le cas sur le game 3 où elle fait un vrai non-match, hein, elle n'est pas du tout dedans. Et en fait, elle se réveille à la fin et elle te met un tège qui est déjà qui est hyper important, et puis elle te met le tir de la victoire par derrière, enfin à l'arrière après. Et je me suis dit, waouh, ok, là le mental il est vraiment très solide, et je pense qu'on est sur ce genre de joueuse un peu électron libre, capable de débloquer des situations, qui prend des tirs parfois un peu à risque, mais en fait elle est tellement dangereuse sur son tir extérieur que les défenseurs, peu importe qu'elle soit très longue distance ou sur une jambe, t'es obligé de la défendre. Donc ça va être côté New York. Et du coup, il y a aussi eu, à un moment donné, Stewart qui a fait une grosse performance où je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu plus ce qu'elle donne sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui m'avait tapé dans l'œil. Et ça me fait penser à une anecdote que mon frangin m'avait raconté, que la première fois qu'il avait vu Kevin Durant jouer, qui disait que, en fait, il s'était pas rendu compte qu'il avait mis 30 pions, tellement il les avait étalés sur 4 cartons. Et c'est un peu l'impression que m'a donné Stewart. Je me suis dit, mais en fait, elle est constante sur la durée du match, elle est super forte, elle joue de manière très propre. Et à la fin, ça donne une ligne de stats qui est magnifique. Et en creusant, qu'est-ce que je vois ? Je vois que Madame a été élue MVP 2 fois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue la qualité des joueuses qui sont capables de mettre sur un terrain. Et en fait, c'est là où je me suis dit, les 5 de départ des 2 équipes, c'est vraiment de la qualité, mais de fou malade. Une des joueuses que j'avais le moins vue se retrouve au final être une des MVP de la ligue. Et puis sur le Game 3, je me dis, ah ouais, ok, c'est trop fort, quoi. Donc ça, c'est côté New York. Est-ce que tu veux interagir avant que je passe côté Mini ? Comme tu l'as dit, ce qu'il faut savoir avec une Brianna Stewart, c'est qu'elle est tellement propre que tu vas pas t'en rendre compte. Et elle a vraiment un bagage technique offensivement où c'est devenu facile. Tu peux mettre n'importe qui face à elle, ça va fonctionner. À moins qu'une petite Nafissa Collier, côté Lynx, décide de la défendre, et que là, comme c'est une joueuse d'élite en défense et une joueuse d'élite en attaque, peut-être que tu as vu certaines choses côté Minnesota Lynx. Coup de cœur côté Minnesota pour 2 joueuses. La première, c'est Courtney Williams, la meneuse. C'est ça. Très vif, très agressif, très intense, capable de mettre des gros tirs, distribue le ballon. Un chef d'orchestre, mais de fou. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné sur elle, où je me suis dit, mais c'est incroyable comme j'ai l'impression qu'elle a le lead du rythme de son équipe, et à chaque fois qu'elle sortait, et elle n'est pas sortie beaucoup, hein, on le ressentait tout de suite, non pas que les joueuses qui la remplacent sont pas au niveau, c'est juste qu'elle apporte, j'ai l'impression que c'est un peu l'âme de Minnesota, et je suis presque capable de dire ça en ayant vu seulement 3 matchs, mais c'est l'impression qu'elle me laisse aller. Puis en plus dans les gradins on voyait son daron, je crois, à chaque fois en train de s'enthousiasmer. Ouais, ça m'a fait kiffer, c'était trop marrant. Mais en tout cas, je pense que c'est mon coup de cœur réel, c'est Courtney Williams. Nafissa Collier, du coup, tu m'en avais parlé, donc j'avais son nom en tête quand on a discuté lors de l'émission. J'ai regardé le premier match et je me suis dit pareil, très propre, mais je retrouvais pas ce côté un peu Kobe dont tu me parlais. Et là, j'ai regardé le Game 3 et je me suis dit... C'était pas sur elle, c'était sur Jewel Lloyd. Je te parlais de Kobe. D'accord, ok. Ça. T'as dû mixer les choses. Pour le coup, tu vois, et je me trompe pas sur ça, j'ai retrouvé beaucoup de Kobe sur elle, notamment sur le nombre de tirs où elle se retrouve genre ballon poste haut, elle se retourne, elle fait un fadeaway sur une jambe en arrière, et le nombre de tirs qu'elle a mis comme ça, où je me suis dit, ah ouais, il y a un mix entre Kobe et Nowitzki là-dedans, là. Mais effectivement, par contre, là où elle est très forte, c'est qu'en défense, c'est super fort. Le nombre de jump ball qu'il y a eu, où à chaque fois elle était impliquée, c'est impressionnant. Elle s'arrache surtout. Il y a des fois même où je me disais, wow, là, attends, elle est à la limite de la faute. Et je regardais le ralenti, je me disais, putain, en fait, non, sa défense, elle est super propre. Et derrière ça, elle est capable de mettre des tirs, de driver, de mettre ses fameux fadeaway, comme je dis. Et elle match très bien avec Courtney Williams, où à chaque fois que Williams accélère le jeu et le tempo, et c'est ce qu'elle fait souvent, et tu te retrouves avec une Nafissa Collier en transition qui donne des solutions de passe à Courtney Williams, et je trouve que les deux jouent bien ensemble. Donc mon coup de cœur, en fait, c'est ces 2 joueuses-là.
pour des raisons différentes, mais si je devais en retenir qu'une, j'avoue que la petite meneuse Williams, elle m'a vraiment attrapé, quoi. Ouais, non, mais Williams sur la finale, c'est vraiment une tueuse, hein. Quand tu dis que c'est l'âme de l'équipe, je pense que c'est vraiment la leader vocale de l'équipe. C'est un peu la Draymond Green de l'équipe, quoi. C'est vraiment, t'es obligé de passer par elle. Tu sais qu'elle va, on peut pas le dire avec une femme, mais comme un Evan Fournier en équipe de France qui porte ses couilles, bah Courtney Williams, elle fait exactement la même chose. Quand elle décide de prendre le ballon, et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'elle se faufile vraiment dans la défense. Des fois, tu te dis, mais attends, elle pourrait aller au lay-up, là. Et en fait, elle croque le ballon, elle va trouver une meilleure solution. Elle est vraiment, elle est capable de mettre des tirs à mi-distance. Et c'est bien que tu aies un petit kiff sur elle, parce que je te disais que dans cette ligue-là, il y avait énormément de tirs à mi-distance. Donc tu l'as bien vu avec Courtney Williams, où vraiment, elle est connue pour ça. Une Brianna Stewart, c'est pareil. Et puis, bah, franchement, Williams, ce qu'il faut se dire, c'est que de base, c'est pas non plus, c'est pas censé être une superstar, etc. Mais putain, à prendre la place de malade, quoi. Tu sais, Ah ouais, déjà, de fou. le tir qu'elle met à la fin du game 1, mais c'est stratosphérique. Et tu te dis Incroyable. que pour exister à côté d'une Nafissa Collier et également d'une Kayla McBride qui est plus discrète, on va dire, dans son style de jeu, mais quand elle décide de dégainer à 3 points, elle met absolument tout. C'est pas la fille qui est vraiment Ouais. physique, qui va passer son 1 contre 1 et tout, mais elle est toujours dans les bonnes positions, elle fait les bonnes coupes, elle se retrouve toute seule et puis bah, c'est ficelle direct. Bah, ça montre que t'es quelqu'un, quoi. Quand t'existes à côté de deux grosses joueuses qui sont reconnues dans la ligue, plus que toi, qui font plus parler que toi, c'est magnifique. D'autant plus que c'est une finale WNBA. Et puis bah Non, mais carrément. c'est bien que t'aies parlé du père qui s'ambiançait en tribune, que t'aies vu des tirs pour aller en overtime, etc. Parce que je voulais te poser la question, bah qu'est-ce que t'as pensé de l'atmosphère WNBA, d'autant plus que c'était les playoffs, et comment tu vois cet impact pour le futur de la ligue? Est-ce que tu estimes qu'avec un public pareil, peut-être que c'est pas comme ça tout le temps parce qu'il y a aussi la saison régulière, donc il n'y aura pas forcément autant de bruit, etc. Même si moi, en ayant regardé la saison régulière, j'estime que le public est bien impliqué quel que soit le match. Mais est-ce que selon toi, c'est assez pour être diffusé énormément en prime time sur une grosse chaîne? Ouais, carrément. Écoute, il y a Kobe qui disait, qui était un fervent défenseur du basketball féminin, notamment par le biais de sa fille. Eh bien, il disait que les vrais fans de basket qui ne connaissent pas le basket féminin ne sont pas des vrais fans. Je C'est pense ce que que j'ai dit. jusqu'à présent... T'as dit C'est quoi? ce que j'ai dit également la semaine dernière où j'ai dit que les personnes qui n'aimaient pas la WNBA étaient des basketix. Ouais. Bah, tu vois, tu rejoignais ce que Kobe disait. Et moi, je suis carrément en accord sur ça. En fait, quand je vois le jeu sur le terrain, la qualité du jeu proposé, mais aussi parce que tu as raison de le mentionner, c'est important l'environnement autour. Évidemment que pour moi, ouais, en fait, tu peux mettre ça en prime time et ça cartonne. Enfin, en fait, ça a tout pour cartonner. Je pense que là, en fait, c'est pas la recette de la WNBA, que ça soit l'atmosphère ou des joueuses qui vont pêcher. Je pense que ça va être juste un manque d'éducation. Alors attention, je mets des gros mots, enfin des guillemets quand je dis ça, mais je veux dire un manque d'éducation ou un manque de culture sur le sport féminin. Et peut-être qu'on va avoir tendance à zapper sans même se poser la question. Mais en tout cas, tout basketteur qui se respecte et qui aime ce jeu, s'il tombe sur le genre de match dont j'ai vu qu'il se met à regarder 5 minutes, et je lui en demande même pas plus, regarde juste 5 minutes, il va regarder jusqu'à la fin du match. On a une ambiance de dingue, on a une atmosphère de dingue. Tu sais quoi, ça m'a fait un petit peu penser à... Je ferais même pas le comparatif avec de la NBA, parce que après là c'était des finales, mais ça me fait penser à de la NCAA, quoi. C'est de la March Madness en fait. C'est presque de ce level là que l'ambiance telle que je l'ai ressentie. Et tu vois, je peux même ajouter un petit truc, c'est que même au niveau de la réa, alors moi j'aime bien aussi parler de la réalisation, mais déjà de la manière dont c'est filmé et tout, c'est très cool. Et moi je me suis mis une petite note, c'est les interactions qu'il y a avec les coachs, entre les journalistes et les coachs pendant le match. C'est une dinguerie, c'est trop une bête d'idée. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec la coach de New York qui est en train de coacher sur le banc et qui en même temps a un micro-casque et qui est en fait en train de répondre aux questions du journaliste en plein match. Mais du coup, en fait, t'as pas mieux en termes de réaction. Là, t'es vraiment dans la réaction à chaud. Et je trouve que c'est hyper dynamique, c'est hyper vivant. Alors franchement, non, ça vit bien. Peut-être qu'il faudrait que je regarde un match en direct pour me rendre compte à quel point les matchs sont saccadés. Si ça l'est autant qu'en NBA, c'est un peu regrettable. Mais si c'est pas le cas, bah franchement, ils ont coché toutes les bonnes cases pour que ça soit kiffé par le plus grand nombre, quoi.
Donc du coup, l'une de mes dernières questions, la hype est-elle retombée après tout ce que je t'ai dit? Il semblerait que non. Mais là, est-ce que tu te dis potentiellement, je peux suivre la WNBA pour la prochaine saison 2025? Est-ce que vraiment ça fait partie de tes envies maintenant? Écoute, quand j'ai fini de regarder les matchs, j'ai fait 3 choses. Je me suis renseigné un petit peu plus sur comment fonctionnait la WNBA, avec des recherches, des articles. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé une interview de Brianna Stewart, qui est à savoir qu'elle fait partie de ces nanas qui ont une signature shoes, et je trouve ça chouette pour le sport. Donc j'ai regardé une interview avec Puma la concernant. Et la dernière chose, c'est quand est-ce que reprenaient les saisons, et j'ai cru comprendre que c'était au mois de mai. Et en fait, j'ai coché la case directement sur mon calendrier. En fait, je me suis dit que c'était... je sais même pas comment le mentionner, mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, donc je vais le dire comme ça, c'est un peu triste, mais c'est un peu une Summer League compétitive, tu vois. Genre, je trouve qu'en plus, le créneau, il est parfait. De mémoire, ils ont genre 32 matchs, et après... t'arrives directement en playoff. Sur les playoffs, c'est un best of 3 sur le premier match, et après, t'arrives en best of 5. En fait, je trouve la formule hyper rapide, intense, dynamique. Tu sais, on a toujours dit qu'en NBA, il y avait trop de matchs. Et bah là, c'est vraiment... En fait, pour l'instant, toutes les cases sont cochées pour que je kiffe le game. Donc non, la hype, elle n'est pas redescendue. Je pense même qu'au mois de mai, je vais suivre une équipe. Et en fait, j'en suis même à me dire, je vais essayer de regarder un maximum de matchs pour voir quelle équipe me correspondrait le plus en tant que fan et donc supporter. Ouais, et du coup, comme t'as regardé un peu le Storm contre Vegas, malheureusement, ça tu le savais pas en avance, mais la joueuse phare, on va dire, du Storm, Joelle Lloyd, revenait vraiment de blessure, donc elle a vraiment pas été terrible sur les 2 matchs de l'opposition. Donc t'as pas eu un vrai aperçu de son talent. Mais il se fait que dans le Ok. deuxième match, il y a vraiment une joueuse qui a été très 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 mauvaise lors du match 1 et qui s'est réveillée en tant que All-Star qu'elle est. Est-ce que tu as notifié son nom? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, côté Vegas, tu t'es dit ah oui, là ça rigole pas quoi? Et j'en ai peut-être pas assez vu pour te ressortir un nom comme ça. Mais en tout cas, concernant Lloyd, alors du coup, avec mon anglais qui est acceptable, j'ai cru comprendre un journaliste à un moment donné qui parlait de cette situation-là. Et elle a fait partie des joueuses dont j'ai tapé le nom après pour regarder. Donc tu vois, pour le coup, même si c'est pas... Enfin, en tout cas, ce que tu me dis, elle a pas fait un grand match parce que retour de blessure. Et j'ai regardé une petite vidéo sur elle. Et du coup, tu vois, j'aurais tendance à dire que c'est une joueuse qui me hype de fou. Parce que c'est elle que j'ai le plus regardé, malgré le fait que sur le match, elle n'était pas aussi forte qu'elle ne l'était. Mais du coup, j'ai pas la joueuse là que tu as en tête. Si t'en as une, enfin, t'en as une spécifique. C'était Kelsey Plum, du coup, qui a une Ah, arrière. si. Oui. Ah, mais si, je suis un menteur. En plus, c'est... Ouais, attends, tu sais quoi, regarde, je vais prendre mes notes et j'ai marqué... Attends, je te retrouve exactement. Je prends un petit temps, mais je suis obligé de retrouver. Ouah, je te l'accorde. Attends. Ok, j'avais marqué... Alors, attends, tac. Ok, j'ai mis que des numéros 10 dans ma team. Voilà. Voilà. Bon, je pense que ça veut tout dire. Et la petite anecdote, c'est que Joelle Lloyd et Kelsey Plum sont tous les deux des premiers choix de draft. Elles viennent, quand je dis elles viennent, c'est il y a 3 semaines, un mois, d'être échangées l'une contre l'autre avec LA, d'autres ouais. assets. Voilà. Ouais, Donc en gros, ouais, tu LA. vois, ça place le truc, tu dis putain, là, il y a eu un trade de malade. Donc je pense que ça, même, c'est un bel indicateur pour dire que, bah ouais, il y a des choses qui vont changer et les gens vont être hypés de se dire, bah une Kelsey Plum qui avait un duo phénoménal avec Aja Williams et même un trio et un quatuor avec Chelsea Gray et Jackie Young, bah quitte le navire et t'intègres une Joelle Lloyd qui est un style différent. C'est plus une joueuse de 1 contre 1, etc., comme tu as pu le voir. Mais on se demande qu'est-ce que ça va donner, quoi. Donc ça, moi, j'ai bien hâte de voir Vegas, où vraiment, je me dis, putain, il y a 4 joueuses de malades. Et je t'invite grandement, parce que je m'en voulais à moi-même de pas citer son nom la semaine dernière, quand tu m'as dit quelles sont les joueuses que tu adores. Et je pense, pour le coup, que c'est la joueuse qui me hype le plus, c'est vraiment Chelsea Gray. Elle fait des célébrations. Franchement, on est au niveau de J.R. Smith, c'est une malade. Elle fait des célébrations où il y a un moment, je pense que c'est dans le match que je t'ai envoyé, où c'est peut-être le Game 1. Elle met un tir, elle tombe au sol, donc elle a les fesses par terre, et en fait, elle tape
Et à chaque fois qu'elle tape, elle fait un quart de tour. Donc elle fait un tour complet en étant au sol. Et t'es mort de rire quand tu vois ça. Et tout le match, elle va faire des célébrations comme ça. Donc je vous invite tous à aller essayer de voir ces célébrations. Je sais pas s'il y en a sur YouTube, je pense que oui. Parce qu'elle est connue pour ça également et c'est bien marrant. Donc du coup, pour terminer l'émission, à moins que tu aies quelque chose à dire, vas-y, dis-moi. Moi, rapidement, c'était juste parce que là, je relisais mes notes aussi et du coup, voilà, il y en a une qui me faisait rigoler. Enfin, en fait, ça me fait rigoler la manière dont je prends mes notes, c'est tout. Donc j'avais noté aussi, après ces fameux que des numéros 10 dans ma team, j'avais mis Carlton, je sais plus comment on prononce, donc Carleton de Minnesota, et McBride, ça filoche fort, 4 points d'exclamation. Eh ben, je pense que t'as un bon œil, c'est le Sharingan comme on dit. Donc comme toujours, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, disponible, si vous ne voulez pas l'image, on est disponible sur Apple Podcast et Spotify. Si vous voulez l'image, ce sera sur YouTube désormais. Donc si vous voulez nous rejoindre également sur Instagram, c'est Les Croqueurs Podcast. On va certainement switcher de compte et récupérer un compte qu'on avait avant. Donc peut-être que le nom sera différent pendant 1 ou 2 semaines, mais ce sera bien Les Croqueurs Podcast par la suite, comme ça l'était. Allez, ciao, ciao. Et tu dirais go quoi pour le moment? Je dirais go Liberty quand même. T'es plus Liberty que Lynx. J'irai de l'autre côté, allez. Je vais de l'autre côté, moi, pour ce duel. Allez, go Lynx. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.